Les buveurs d'océan par H. J. Magog. Chapitre 16. Du secours. En reconnaissant Jean d'Entrevaux, Kasuga n'éprouva qu'une seconde de terreur. L'instinct de ruse et de lutte reprit aussitôt le dessus. Avant même d'avoir réfléchi au miracle que devait être à ses yeux cette apparition d'un homme surgi des abîmes souterrains, il songea à lui échapper. Se dégageant d'un effort surhumain, il se releva d'un bond et disparut au milieu des ténèbres. « Cours, Guilledou !» cria le jeune Français. Ordre inutile, le brave serviteur était déjà sur les traces du jaune, et M. Big lui-même prenait part à la chasse. Jean d'Entrevaux hésita, la durée d'une seconde. Mais pouvait-il abandonner Susanna, qui gisait à 2 pas de lui et qui lui tendait les bras? Susanna, miraculeusement retrouvée, alors qu'il s'en croyait séparé par des milliers de lieues. Allait-il retarder l'instant de la presser sur son cœur? « Susanna, chère Susanna, Jean, est-il possible que ce soit vous ?» La voix de mademoiselle de Glandève tremblait encore. En la relevant, le jeune homme sentit son cœur battre follement. « Calmez-vous, mon ami, dit-il. Le japonais n'est plus à craindre. Guilledou et notre compagnon le poursuivent. En tout cas, il est en fuite, et c'est moi qui, désormais, veillerai sur vous. »« Oh, Jean, cet homme est un démon. Songez à tout ce qu'il a réussi contre vous et contre nous. » « Parce que nous n'étions pas sur nos gardes, ma Susanna. Mieux vaut un ennemi déclaré qu'un danger inconnu. À présent, nous savons de quel côté peuvent venir les coups. Vous êtes là, vivant, bien vivant. Oh, Jean, je ne puis y croire. Vous voir apparaître et me sauver à cette minute où je me croyais si loin de vous, si loin de tous les humains. Mais vous-même, Susanna, comment vous trouvez-vous ici? Savez-vous où vous êtes? Au fond du Pacifique? Il n'y a plus d'océan, Jean. Je le sais. Ce mystère cessera d'en être un pour vous, lorsque je vous aurai raconté mes aventures. Les nôtres ne doivent guère être moins surprenantes. Mais n'avez-vous pas trop souffert, pauvre Jean? J'ai tellement tremblé pour vous, tellement pleuré. » Un bruit de pas l'interrompit. Des voix essoufflées jetaient des jurons. Les silhouettes de Guilledou et de M. Big surgirent de l'ombre. « Damné coquin !» rugit l'Américain. « Sans son aéroplane, nous le tenions. »« Vous a-t-il échappé ?» demanda Jean rembruni. « Hélas, monsieur, répondit Guilledou, ce ne fut pas faute de courir. Quelle poursuite! Il faut que le petit démon ait des jambes d'acier. Tout de même, j'ai plus de souffle que lui, et j'aurais fini par l'avoir sans cette satanée machine qui l'attendait. Au moment où j'allais mettre la main dessus, je me suis heurté à quelque chose de noir qui m'a semblé sortir brusquement de la nuit, et mon japonais m'a glissé entre les doigts. Pan, pan, 2 détonations, 2 balles qui me sifflent aux oreilles, en me ratant, et aussitôt un ronflement, le moteur que me crie M. Big, et nous apercevons une grande machine qui démarre devant nous, et qui roule, qui roule. Allons donc suivre ça? S'il avait fait jour, interrompit l'Américain, il ne nous aurait pas manqué, et leur oiseau y aurait vu clair pour s'envoler. Au moins, avec cette obscurité, nous conservons l'espoir qu'ils se casseront les ailes quelque part. C'est problématique, soupira Jean. Il va nous falloir demeurer sur le qui-vive. Nous serons en nombre, répondit bravement Susanna. Mon père et mon grand-père sont là, avec des marins. Ce que je ne m'explique pas, c'est que personne ne soit venu à mon secours. En arrivant à l'épave, ils eurent l'explication de cette énigme. Les quelques minutes qu'avait duré la tentative d'enlèvement avaient paru autant de siècles à l'angoisse du marquis de Glandève et de sa famille. Toutes contribuaient à les affoler. Immobilisés sur le tronçon de pont, au milieu des cris et de la confusion des marins, cherchant à descendre. Au sentiment de leur impuissance s'ajoutait l'énervement de ne rien pouvoir deviner du drame qui se déroulait au bas de l'épave. Enfin, la voix de Susanna les rassura, en même temps que ce qu'annonçait la jeune fille les frappait de stupeur. « Jean est là !» criait-elle. « Il m'a sauvée !» L'échelle relevée et replacée, libérant les prisonniers de l'épave, ce fut, au milieu de l'obscurité, un tumulte extraordinaire de cris de joie, des exclamations sans fin, des interrogations. Madame de Glandève et Madame Sandy, le vieux Jim et le marquis s'arrachaient tout à tour Jean et Susanna pour les presser sur leur cœur. Fêtés et cajolés, Guilledou et M. Big ne pouvaient suffire aux poignées de main qui sollicitaient leurs phalanges, ni répondre aux questions qui pleuvaient sur eux. D'abord harcelé de toutes parts, Jean ne put satisfaire la curiosité de ses auditeurs qu'au moyen de phrases hachées par de nouvelles questions.
Mais quand il arriva au récit de son séjour dans le monde souterrain, quand il dépeignit l'étrange spectacle des foules misérables, vouées aux gigantesques travaux, les merveilles de ces villes édifiées dans les entrailles de la terre, et le spectacle effroyable de la carrière, dont le plafond, en s'ouvrant, devait livrer passage à la mort, le silence s'établit, et tous les auditeurs furent suspendus à ses lèvres. Près de lui, tenant entre les siennes une des mains du jeune homme, Susanna pleurait doucement en écoutant cette évocation des souffrances morales de son fiancé. En même temps, ses regards reconnaissants cherchaient le brave Guilledou, dont le dévouement avait su rejoindre son maître dans les profondeurs de cet enfer. La perfidie et la cruauté du docteur Kasuga avaient soulevé l'indignation générale. Parmi les braves gens qui écoutaient cet émouvant récit, il n'en était pas un qui n'eût voulu tenir le japonais pour lui infliger un châtiment mérité. Il fallut même que le marquis intervint pour empêcher les marins de s'élancer immédiatement à la recherche du jaune. « L'obscurité nous arrêterait, » répliqua M. de Glandève. « Le misérable et son compagnon sont armés. Je ne veux pas qu'aucun des nôtres risque sa vie dans une chasse à l'aveuglette. Tôt ou tard, l'heure du châtiment sonnera. Notre cher Jean appartient au corps diplomatique. » Jim Sandy, en entendant cette phrase, éclata d'un rire fort irrévérencieux. « Ne comptez pas plus sur l'Europe que sur l'Amérique pour épouser notre cause, » répliqua-t-il. « Ce damné Japon a réussi un coup de maître. Je devine maintenant de quel prix il a payé l'alliance de mon pays. » « Et quel était ce prix ?» demanda le marquis, en ouvrant de grands yeux. « Son secret, et probablement une part du gâteau. Si vous ne comprenez pas, mon cher garçon, c'est que vous êtes un homme du vieux monde, n'entendant rien aux affaires. Je vous dis que c'est une entreprise colossale. » Le milliardaire parlait avec une animation extraordinaire. La révélation du secret du Japon, le rêve de colonisation des espaces sous-marins, rapporté par Jean d'Entrevaux, d'après les confidences de Kasuga, l'enthousiasmait au plus haut point. « Videz l'océan !» s'écria-t-il. « Qui aurait songé à cela ? Ce Kasuga est un rude homme. » À ce compliment, pour le moins inattendu dans la bouche du grand-père de Susanna de Glandève, M. Bigg sursauta et regarda de travers son compatriote. Puis il se mit à ricaner, et il allait prendre la parole quand le marquis le devança. « C'est une canaille !» clama M. de Glandève avec véhémence, « et je ne vois aucune considération qui puisse empêcher l'Europe de châtier son impudence. »« Vous ne voyez pas, » répéta Jim Sandy, avec une commisération moqueuse. « Naturellement, vous ne songez pas à cela, mais l'océan vide, mon cher garçon, c'est l'Europe privée de ses jambes, c'est-à-dire de ses flottes, chacun chez soi et pour longtemps. Voilà la situation actuelle. Entre les continents, il y a des déserts, et quand ils seront franchis et que la civilisation les aura conquis, le Japon sera assez puissant pour se moquer de vos réclamations. » Cette logique atterra tous les auditeurs. « Que ferons-nous alors ?» demanda piteusement le marquis. « Nous nous défendrons nous-mêmes, » riposta flegmatiquement Jim Sandy. « Pour le moment, il s'agit de regagner un continent. J'estime que notre cas n'est pas isolé et que les États vont envoyer des caravanes de secours pour ravitailler les passagers des navires échoués. »« Mais Kasuga, » objecta le marquis. « S'il reparaît, ce sera tant mieux pour nous et tant pis pour lui. Et si notre rencontre a lieu au milieu de nos compatriotes, nous nous expliquerons. »« Nous nous expliquerons, » répéta M. Bigg d'un air menaçant. Le jour naissait. Déjà les hôtes de l'épave pouvaient se voir, et Susanna souriait à Jean, dont les yeux ne quittaient plus ceux de la jeune fille. Debout derrière ses maîtres, le brave Guilledou cherchait les visages de connaissances que jusqu'alors la nuit lui avait dérobés. Tout à coup, il se sentit tirer timidement par la manche. Sada, par une tactique savante, avait réussi à se rapprocher de lui, et mi-joyeuse, mi-anxieuse, elle levait ses beaux yeux vers son ancien fiancé. « Bonjour, monsieur Guilledou, » murmura-t-elle. « Mamselle Sada ?» s'exclama le Breton, avec un mélange de joie et d'embarras. « J'ai lu votre lettre, » dit Sada, « et je vous ai pardonné, parce que vous m'aimiez toujours et que c'était un sacrifice. »« C'en était un, » soupira le valet de chambre. « Mais à présent que votre maître est sauvé et que nous voilà réunis... » Guilledou interrompit la japonaise. « Ça me fait gros cœur, mademoiselle, bien gros cœur de voir que vous pensez toujours à moi, soupira-t-il. J'ai aidé vos maîtres à s'enfuir, monsieur Guilledou. C'était pour me venger de Miaya.
mais c'était aussi pour vous faire plaisir et parce que je pensais que vous m'en seriez reconnaissant. »« Je le suis. Allez, » affirma Guilledou d'un air consterné. L'infortuné valet de chambre, que cette conversation mettait au supplice, tortillait entre ses doigts les bords de son chapeau, et devant sa mine piteuse, la pauvre Sada ne trouvait plus rien à dire. Le marquis, qui avait entendu l'entretien, vint à la rescousse. « Allons, Guilledou, dit-il, il ne faut pas faire de la peine à cette petite Sada, qui s'est montrée héroïquement dévouée. Tu l'aimes ?»« Oh oui, monsieur le marquis, déclara le valet de chambre avec conviction. Elle t'aime aussi, soyez heureux. Nous vous marierons. » Guilledou poussa un soupir lamentable. « Impossible, objecta-t-il, j'ai signé à Miaïa une promesse de mariage. » Promesse extorquée, Guilledou, promesse nulle. Qu'elle vienne donc présenter son papier devant nos juges de France, et tu verras comment on la recevra. N'empêche que j'ai signé, monsieur le marquis, et encore s'il n'y avait que ma signature, mais j'ai aussi donné ma parole, et ça c'est sacré. Quand on a la guigne, les choses tournent toujours de telle façon que personne ne vous comprend, et qu'on a tout le monde sur le dos. Ça ne m'empêche pas de continuer à vous aimer, ma petite Sada. »« Mais vous épouserez Miaïa, » riposta la japonaise en éclatant en sanglots, « et moi je me ferai harakiri. »« Moi aussi. » Et les deux singuliers amoureux, évitant de se regarder, arboraient des mines longues d'une aune, qui faisaient contraste avec la joie générale. Cependant Jim Sandy estima que l'heure était venue de se remettre en route. Maintenant qu'il savait que l'extraordinaire phénomène avait été provoqué par la main des hommes, il se sentait plus certain que jamais de rencontrer de prompts secours. Augmenté de gens radieux, de Guilledou lamentablement mélancolique et de Monsieur Big impénétrable, la caravane se reforma. Elle avait à peine franchi quelques miles qu'un bruit, encore lointain, mais bien connu de leur oreille de citadins civilisés, retentit derrière eux. « Une auto » s'écria le marquis de Glandève, au comble de la stupéfaction, en se retournant vers l'horizon brun qui fermait le fond de la vallée océanique. Une auto, au fond du Pacifique. Une auto, roulant sur le sol des abysses. Quelle imagination en délire aurait osé rêver cette chose abracadabrante. Et pourtant, c'en était une, qui dévorait les solitudes désolées de la fosse de Tuscarora. Elle s'arrêta près de la caravane et 5 marins américains en descendirent. « Bonjour, messieurs et mesdames, dit poliment l'un d'eux. Nous sommes détachés du croiseur Ohio pour ramener à bord les navigateurs perdus. Je présume que vous êtes dans ce cas ?»« Le croiseur Ohio ?» s'exclama Jean d'Entrevaux. « Voilà un navire providentiel. Où se trouve-t-il ?»« En station, c'est-à-dire échoué à une 12aine de miles d'ici, » répondit le marin. « C'est une bizarre corvée, monsieur. Il paraît que nous sommes là pour des mois. Le commandant vous expliquera la chose. Moi, je sais seulement que, de marin d'eau salée, me voilà passé navigateur sur fond de sable. C'est humiliant. »« Et vous avez mission de ramener les égarés ?» demanda le marquis. « Il paraît qu'il y en a, monsieur, mais la consigne est de prendre les dames d'abord. Alors, si vous voulez bien, mes 4 camarades vont demeurer avec vous, pour vous montrer le chemin de notre bord, et moi j'emmènerai les dames en auto. » Quand on se trouve perdu, à quelques milliers de kilomètres des côtes habitées et au fond d'une vallée de plus de 5000 mètres de profondeur, on ne discute pas une semblable proposition. On l'accepte. Quelques minutes après, Madame Sandy, la marquise de Glandève, Susanna et Sada s'éloignaient, emportées par l'auto qui roulait à merveille sur le sol sans ornière de la vallée sous-marine. Courageusement, les hommes firent demi-tour et s'apprêtèrent à gagner prestement l'Ohio. Pendant plusieurs heures, ils marchèrent, remontant vers le nord. Sur le sol uni, où pas un rocher, pas un buisson ne pouvait faire ombre, le soleil dardait ses rayons et semblait tout recouvrir de feu. Il fallait clore à demi les paupières pour n'avoir point les yeux brûlés par le rayonnement de ces étendues embrassées. La lourde chaleur rendait la marche pénible, et rien ne venait distraire le regard, l'étape parut infiniment longue aux voyageurs. Enfin, sur la ligne de l'horizon, s'éleva une masse grise qui grossit et prit forme reconnaissable. C'était le croiseur échoué, mais redressé et étayé par des charpentes. Tout autour s'agitait une véritable fourmilière humaine, élevant des baraquements, plantant des jalons et travaillant à des terrassements. L'un des marins expliqua qu'on s'occupait déjà d'ébaucher la ville future, pour recevoir les émigrants
qui avait dû quitter le continent américain et s'avancer à travers les espaces conquis sur les eaux. Il ajouta que 200 ou 300 cités semblables devaient, à bref délai, s'élever sur la plaine océanique. « Spéculation de premier ordre », affirma Jim Sandy, prodigieusement intéressé. Mais le marquis l'arracha à ses calculs et à sa contemplation, tout autant que Jean d'Entrevaux, M. de Glandève avait hâte de revoir sa femme et sa fille. Il s'étonnait même de ne pas les apercevoir à la coupée du croiseur. « Elles ne nous attendent pas encore, supposa le jeune fiancé, qui paraissait légèrement désappointé. Les arrivants escaladèrent les marches et parvinrent sur le pont du croiseur. Il était désert. « Ces dames se seront retirées dans une cabine, » dit encore Jean. Elles avaient le droit d'être fatiguées. En prononçant ces paroles, sa voix trembla légèrement. Une inexprimable angoisse, quelque chose comme un pressentiment lui serrait le cœur. Un officier se promenait sur la plage arrière du croiseur. Les voyageurs se dirigèrent vers lui. « Je vous demande pardon, commandant, fit M. de Glandève, mais pourriez-vous me dire si 4 dames n'ont pas été amenées à bord par une de vos automobiles ?»« 4 dames ? Parfaitement, répondit l'Américain. « Pourrait-on nous conduire près d'elles » reprit le marquis, aussitôt rasséréné. L'officier de marine s'excusa d'un geste contristé. « Impossible, cher monsieur, assura-t-il. « Impossible » répéta Archibald de Glandève, littéralement stupéfait. « Et pourquoi donc ? Je suis le gendre de l'une, le mari de la seconde et le père de la troisième. Ma demande n'a donc rien que de fort naturel. Et parmi ces messieurs qui m'accompagnent se trouve monsieur Jim Sandy, mon beau-père, et monsieur d'Entrevaux, le fiancé de ma fille. C'est donc toute la famille que ces dames doivent attendre avec une impatience égale à la nôtre. » L'officier secoua la tête. « Elles ne vous attendent pas, elles ne peuvent vous attendre puisqu'elles sont parties. »« Parties » s'exclamèrent ensemble les 3 hommes. « Parties sous la conduite d'un Japonais, monsieur Kazuga, entre les mains de qui j'ai dû remettre mademoiselle de Glandève, conformément aux ordres dont il était porteur. Les autres dames n'ont pas voulu se séparer de votre fille, et le Japonais a consenti à les emmener. » Sous le coup de massue que lui avait asséné cette nouvelle, Jean d'Entrevaux chancela. Cependant que le marquis devenait tout pâle. Susanna entre les mains de Kazuga. Susanna livrée aux misérables par ceux qui auraient dû la protéger. En certaines circonstances, la patience n'était pas le fort de Jim Sandy. Il marcha sur son compatriote. « Vous avez remis ma petite fille à ce démon jaune ?» demanda-t-il, en croisant ses poings comme s'il avait eu l'intention de boxer. « Oui, » répondit flegmatiquement l'officier, que cette attitude belliqueuse ne parut pas impressionner. « Et vous saviez, en nous envoyant chercher, que vous feriez cette chose. »« Je le savais, j'ai suivi de point en point les instructions qui m'ont été données par le docteur Kazuga. »« Alors vous vous êtes associé à une abominable trahison. C'est là une action indigne d'un honnête homme. »« Je vous arrête, Master Sandy. Vous n'avez pas le droit de prononcer de telles paroles. Je n'ai fait qu'exécuter les ordres de mes supérieurs. »« Et d'où venaient ces ordres ? » ?»« De haut, du gouvernement américain. » Jim Sandy recula d'un pas. Son teint devint apoplectique. « Le gouvernement américain a ordonné cela ?» scanda-t-il. « Il a ordonné de remettre ma petite fille, la petite fille d'un citoyen américain, à un Japonais ?» L'officier regarda d'un air de profonde commisération les 3 hommes qu'il avait devant lui, et qui paraissaient pareillement furieux et atterrés. « En fait, dit-il, ce Japonais a rendu un immense service à l'Amérique. Il a été le médiateur pour la signature d'un traité qui nous livre la majeure partie du monde nouveau. Et comme récompense personnelle, le Congrès, par une loi qui vient d'être votée, lui a accordé la main de mademoiselle de Glandève. » « Le Congrès a voté une loi violant les droits du père de famille, ceux du citoyen et la liberté individuelle ?» se récria Jim Sandy, pourpre d'indignation. « C'était une affaire, Master Sandy, » plaida son compatriote. « Une affaire exceptionnelle. Vous êtes Yankee, vous devez comprendre. » Tournant soudain le dos à l'officier, il se précipita vers la coupée. « Poursuivons-le, clama-t-il. Fût-ce au bout du monde, nous le rattraperons. » Mais l'officier avait fait signe, et devant eux, un factionnaire croisa la baïonnette. Des marins en armes accouraient, entourant les 3 hommes. « Mille regrets, monsieur, » dit en s'avançant le commandant du croiseur, « mais je dois exécuter toute ma consigne. Jusqu'à ce que monsieur de Glandève et monsieur Sandy aient acquiescé aux décisions du Congrès, vous demeurerez prisonnier. »